Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va regarder trois actions que je considère comme sous-évaluées actuellement. Et la première action que je considère intéressante aujourd'hui, c'est Booking. Si vous regardez un peu les vidéos de ma chaîne, vous avez vu que j'ai déjà parlé pas mal de Booking. C'est la plus grosse position pour moi. Une entreprise qui coche toutes les cases d'un bon investissement. On a des très belles croissances, que ce soit au niveau du chiffre d'affaires, du free cash flow, etc. On va le voir un peu plus loin. C'est une boîte avec plusieurs modes, donc déjà on a l'effet de réseau, c'est-à-dire que plus il y a d'hôtels sur la plateforme, plus il y aura de clients qui vont réserver, et à l'inverse, plus il y aura de clients qui vont réserver, plus les hôtels vont s'inscrire sur la plateforme. Et ce que beaucoup de gens ne voient pas aussi directement sur Booking, mais c'est les switching costs pour les hôtels partenaires. Donc j'ai déjà dit, mais moi je bosse dans le domaine de l'hôtellerie et je vois vraiment l'importance qu'a Booking pour n'importe quel établissement. À l'heure actuelle, Booking est en mesure de mettre des commissions qui sont assez élevées et ajustables aussi en fonction de l'hôtel partenaire, de la référence qu'il veut sur la plateforme. Parce que ça peut représenter entre 15 et parfois même 70% de son chiffre d'affaires peut-être des résas Booking. Si c'est un petit hôtel paumé avec peu de moyens, la seule façon qu'on le trouve, ça sera en passant par Booking, hein. À un moment, on pensait que la boîte allait se faire disrupter par les logements insolites sur Airbnb, mais il s'avère qu'en fait Booking a ce segment de logements insolites qui croît beaucoup plus vite que celui de Airbnb, qui fait qu'ils sont en fait mieux positionnés que Airbnb sur ce segment-là. On a aussi un programme de fidélité très puissant. Il me semble que si juste vous inscrivez sur la plateforme, vous êtes déjà Genius 1. Donc ils ont Genius 1, Genius 2, Genius 3. Et Genius 1, vous avez la possibilité d'avoir, il me semble, 10% de réduction sur votre séjour. Donc ça, c'est après en fonction de ce que l'hôtel partenaire décide. S'il décide d'activer Genius 1, Genius 2, Genius 3, il aura plus ou moins de promotion sur son séjour, etc., quoi. Et même pendant le Covid, qui s'avérait être vraiment la pire chose qui pouvait arriver pour Booking, on avait juste un chiffre d'affaires qui s'est mis en stop, quoi. Il n'y a pas eu de perte. Mais si on regarde là, en 2020, quand il y a eu le Covid, on voit que le chiffre d'affaires a un petit peu baissé, même bien comme il faut, sachant que ça doit être la pire chose qui puisse arriver sur une plateforme d'hébergement, hein. Plus personne ne pouvait voyager. Et on voit, si on regarde le free cash flow, ils ont perdu à peine 200 millions de cash quoi, sur cette année. Ce qui montre que la boîte, en fait, ne coûte quasiment rien à maintenir en vie, même si elle ne génère aucun chiffre d'affaires. Ou en tout cas très peu, quoi, hein, divisé quasiment par 3. Maintenant, si on prend un peu les chiffres, si on regarde le chiffre d'affaires depuis 2011, il croît à quasiment 14% chaque année. Free cash flow, lui, depuis 2011, quasiment 15%, donc amélioration des marges, bonne conversion en free cash flow, c'est très bien. Le free cash flow par action, lui, quasiment 19% chaque année, donc on voit qu'il y a eu des très très gros rachats d'actions. En même temps, j'estime que depuis le Covid, justement, peut-être que les gens ont un peu peur de cette boîte, et du coup, elle est un peu laissée à l'abandon. Et depuis le Covid, en vrai, elle est pas si chère que ça, quoi. On a une marge free cash flow qui tourne aux alentours de 32, 33, 34. Donc c'est très bien. Et juste ici, on voit les rachats d'actions, hein. On voit qu'ils ont été très très agressifs, avec quasiment 3% des actions qui sont rachetées chaque année. Et si on regarde la valorisation, prix sur free cash flow, on voit que là, ça fait un moment qu'elle est très peu chère. Donc aujourd'hui, elle se négocie à 14 fois le free cash flow. Pour des croissances, on l'a vu, 14% de croissance du chiffre d'affaires, un free cash flow qui croît à 15% et des free cash flow par action qui, eux, croient à 19%. Ils ont des marges aussi exceptionnelles, hein. On l'a vu, marge free cash flow, plus de 30%. Il me semble qu'ils ont une marge brute à 100%. Donc ça montre bien pourquoi il n'y a pas eu énormément de pertes pendant le Covid. Donc voilà, c'est une très bonne boîte selon moi. Et on voit que récemment, elle a encore baissé un petit peu. Donc ça, c'est dû à tout ce qui sont les conflits un peu partout dans le monde, hein. Tout ce qui va être le conflit en Iran, etc. Mais on a aussi le conflit en Ukraine, Russie, depuis déjà plusieurs années. Donc ça, c'est forcément des choses qui impactent Booking. Mais pour rappel, dans le dernier transcript, on avait le CEO qui expliquait que, je sais plus combien de temps ça fait lui qu'il est dans la boîte, ça doit faire plus de 20 ans. Et que en fait, tout ça sont des choses passagères et que ça a de l'importance à court terme sur l'action Booking, mais que les gens auront toujours envie de voyager et que la boîte a survécu à tous les conflits et crashs qu'il y a pu y avoir, que ça soit la bulle
Internet, que ça soit le crash de 2008 et bien entendu le Covid. Donc voilà pour moi cette première action, c'était Booking et je pense que c'est une action qu'on peut acheter et garder à vie. Ensuite, la boîte dont je voulais parler, c'est Kinsale Capital Group. Et alors, Kinsale, c'est une boîte qui est dans l'assurance, mais qui est dans le domaine excess and surplus. Et du coup, elle se concentre exclusivement sur ce que les autres assureurs ne veulent pas assurer. Donc c'est très spécifique, hein, ça peut être tout ce qui sont les parcs d'attractions, ça peut aller sur de la santé, des biotech, de la construction, des entrepreneurs qui peuvent avoir un certain risque, des entreprises qui ont des risques de pollution, etc., quoi. C'est vraiment des choses très 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 spécifiques. Ce qui fait qu'on a une boîte qui peut facturer des primes beaucoup plus élevées en raison de ces risques particuliers et un peu anodins. Donc ça, c'est déjà le premier point qui fait qu'on a une boîte euh, un peu mieux que le reste des autres assurances, c'est parce que elle est sur un domaine très spécifique et très rentable. Et la deuxième chose qui va vraiment construire son mode, c'est l'intégration verticale. Parce qu'on a une boîte qui a développé en interne son propre logiciel technologique, qui fait qu'elle est propriétaire de sa technologie, qu'elle peut faire ce qu'elle veut et qu'elle n'est pas obligée de déléguer auprès des courtiers ou alors attendre leur approbation pour telle ou telle chose. C'est vraiment eux qui sont les seuls décisionnaires, donc ça c'est déjà très bien. Et le fait qu'ils soient intégrés, forcément, ça limite les coûts et ça augmente les marges, sachant qu'on a un business d'assurance déjà euh, plus rentable que les autres. Et le fait d'avoir concentré toute la décision à un seul endroit, ça, ça leur permet d'aller vraiment très rapidement dans toutes les propositions qu'ils peuvent faire à leurs clients. Et ils sont en général du coup plus rapides que leurs concurrents, qui reste quand même un bon point. Vous verrez, le business de l'assurance, par contre, c'est quelque chose qui est assez compliqué à valoriser. N'hésitez pas si vous avez une méthode qui est peut-être mieux que la mienne. Et du coup, maintenant, si on regarde un peu les chiffres que peut faire Kinsale, on voit qu'on a une très bonne croissance du chiffre d'affaires à 33% par an. On voit qu'on a des EPS qui montent à 40% par an. Donc ça montre encore une fois l'évolution des marges. Donc ouais, si on se met sur les rachats d'actions, on voit qu'il y a eu de très gros rachats d'actions juste ici. Et après, ça a augmenté entre 2020 2023. Et après, à partir de 2023, je crois qu'ils ont commencé à refaire un peu de rachat d'actions. Ensuite, en général, ce qu'on prend comme métrique pour les retours sur capitaux des assurances, c'est le ROE. Donc le ROE est très bon, hein. On voit qu'il est positif en croissance et à quasiment 30%. Alors qu'en général, dans l'assurance, on est entre 10, 15, peut-être max 20%. Mais ce qui montre qu'on a une boîte qui est dans le domaine de l'assurance, mais qui est la meilleure de son domaine. Et pour calculer la rentabilité d'une assurance, on regarde tout d'abord le loss ratio. Donc le loss ratio, c'est en gros pour 100% de prime, quel est le pourcentage qui va servir à rembourser les clients qui vont être sinistrés. Donc on voit que là qu'on a à peine 50% de ces primes qui servent à rembourser les clients qui sont sinistrés. Ensuite, l'expense ratio, ça correspond à toutes les dépenses qui vont servir à faire tourner le business opérationnel. Donc ça, après, c'est tout ce qui sont les frais administratifs, les salaires, etc. Et donc pareil, là, sur les 100% qu'on a vus, il y a 20% qui servent à faire tourner le business. Et donc si on fait 55,1% plus 20,8%, ça nous donne un combine ratio de 75,9%, qui fait que ça, c'est toutes les dépenses que vont avoir Kinsale sur leur business. Et le reste, c'est ce qui est converti en bénéfices. Et ça nous donne en gros 24% des primes qu'ils encaissent. Et en fait, c'est directement du bénéfice. Donc, ce qui est vraiment très très bien, hein. Pour une assurance, on est plus sur du 85-90. On voit ici, ils étaient un petit peu plus élevés au départ. Mais du coup, on le voit juste là, ils sont devenus très rentables à partir de 2021. Donc voilà, on a une boîte dans le domaine de l'assurance qui est très rentable, qui a un combine ratio vraiment supérieur à tous ses compères. Après, ce qui fait qu'elle peut avoir un ratio comme ça, on l'a vu, c'est déjà son intégration verticale avec sa plateforme propriétaire et le fait qu'elle soit dans le domaine excess and surplus, ce qui fait que ce sont des risques compliqués à assurer et elle peut se permettre de facturer très cher. Donc très bonne boîte, très bon business model, je trouve. Et ensuite, si on regarde un peu la valorisation, donc comme je le disais, c'est un petit peu compliqué à valoriser. Donc moi, je regarde le price to book et le PE. En fait, on ne peut pas regarder le free cash flow car on a une boîte qui encaisse énormément d'argent. Cet argent va dans un pot commun, en gros, ce qu'on appelle le float. Et grâce à ce float, ils font des investissements et encaissent des gains d'investissement.
Mais en attendant que ce float soit transformé en réel bénéfice, et bah, c'est de l'argent qui ne leur appartiennent pas. Parce qu'on l'a vu, en fait, l'argent du float va servir à faire les dépenses générales pour faire tourner le business et bah, rembourser les clients qui sont sinistrés. Donc c'est pour ça qu'on ne regarde pas le free cash flow parce que dans le cash flow statement, il est indiqué que c'est considéré comme une rentrée d'argent alors que ça ne leur appartient pas. C'est un petit peu comme les banques, les fintech, etc., quoi. Et bref, et si on regarde le price to book, donc là on est à 3,6, donc c'est un plus bas, je crois, depuis l'IPO. Je crois qu'à l'IPO 2016, si je ne me trompe pas, ils étaient aussi à peu près à cette valorisation-là. Sachant que c'est leur plus bas, mais il faut savoir aussi qu'on a une boîte qui était excessivement chère. On voit que ça atteint 10 de price to book, ou même 12. 12 de price to book, ce qui est extrêmement élevé pour une assurance. En général, on est aux alentours de 1 ou 2. Et pour les très très bonnes assurances, ça peut parfois monter. Donc je dirais qu'on a une boîte qui est légèrement sous-évaluée, étant donné qu'elle est vraiment de qualité supérieure par rapport à ses pairs. Je crois que si vous prenez du Progressive Corp, bon, ils ne doivent pas être sur le même segment, donc ils sont un peu moins de bonne qualité, ils ont une moins bonne rentabilité, mais il me semble qu'ils ont un price to book similaire. Et après, au niveau du PE, ça nous donne 13,5. Donc ouais, ce qui me semble être OK. On a une boîte qui est légèrement sous-évaluée. Et en gros, cette baisse, du coup, je l'ai un peu dit, mais c'est lié déjà parce qu'elle était vraiment surévaluée, excessivement surévaluée. Donc on a une petite correction liée à ça. Et parce qu'il me semble que dans les derniers transcripts, ils annoncent un ralentissement de la croissance sur certains segments, tout ce qui était hypermarché peut-être, je crois. On avait une concurrence qui s'intensifiait dessus, bref, etc. Pour l'instant, dans les chiffres, ça se retranscrit pas, mais c'est quelque chose à suivre. Après, vu la valorisation, la qualité de la boîte, j'indiquerais que c'est légèrement sous-évalué. Ouais, donc rapidement, si je vais sur Progressive Corp, on voit là son PE à 10, donc elle a un PE un peu plus faible. L'autre est à, j'ai dit combien? J'ai dit 13, on est à 10, donc 3 points de moins. Et un PB à 3,7, donc par contre qui est un peu plus cher, parce que nous on est à 3,4, 3,6, non, on est pareil. Oui, donc là j'ai pris Progressive Corp, on va aller voir vraiment très rapidement. Chiffre d'affaires c'est bien, les EPS c'est bien, je crois que c'est un tout peu moins bien que Kinsale. Ils ont par contre un très bon ROE, ils ont 40% de ROE. Donc ouais, vous voyez là si on va voir le combine ratio, on a vu qu'on avait 75 pour Kinsale et là on est à 87, ce qui fait que sur les 100% de primes, on en a 12% qui servent, enfin qui sont convertis en bénéfices, alors que l'autre on était à 24%. Et ce depuis déjà 2, 3, 4 années. Alors que vous voyez, même les années précédentes, on était à 95. Enfin là, c'est un peu compliqué quoi. On n'est plus qu'à 5% de primes qui sont converties en bénéfices. Donc c'est pour ça que je trouve Kinsale plus intéressante. Avant de continuer, pensez à vous abonner, laissez un petit j'aime, laissez-moi un commentaire aussi pour me dire si une de ces trois actions vous plaît, que vous avez envie d'acheter, que vous avez peut-être déjà en portefeuille et que vous avez profité des dernières baisses pour renforcer. Ceux qui sont nouveaux, qui n'investissent pas encore, mais qui veulent ouvrir un compte titre, vous avez mon lien en description pour en ouvrir un chez Interactive Broker. Et on continue avec la prochaine boîte. Et la dernière boîte qu'on va aller voir, bien sûr, c'est Mastercard. Donc Mastercard, très bonne boîte que j'ai aussi en portefeuille comme Booking. Donc je pense que j'ai plus trop besoin de la présenter. La plupart des gens connaissent cette boîte. Donc tout ce qui sont les réseaux de paiement, comme Visa, ils ont aussi 40% du CA qui est représenté par les services qu'ils proposent à côté sur bah, toute la data qu'ils ont, en fait, la data sur les transactions, les paiements, etc. Donc grâce à ça, ils fournissent des services de cybersécurité contre la fraude, enfin plein de services là-dessus. Donc comme Booking au niveau des modes, on a l'effet de réseau, parce que bah, plus il y a de commerçants qui acceptent la carte Mastercard, plus il y aura de gens qui vont payer avec une carte Mastercard. Et à l'inverse, plus il y aura de clients qui vont utiliser une carte Mastercard pour payer, plus il y aura de commerçants qui voudront accepter Mastercard en paiement. Et je pense aussi on pourrait mettre les switching costs. Je trouve que ça va un peu de pair avec de toute façon l'effet de réseau, car à partir du moment où on a un effet de réseau qui bloque beaucoup de gens dans cet écosystème, je trouve que ça crée des switching costs, notamment pour les commerçants, parce que si on va voir un commerçant en lui disant tiens, tu vas accepter les paiements, je te propose d'accepter les paiements account to account, mais par contre, il va falloir que tu arrêtes d'accepter les cartes Mastercard. Bah, je pense que le commerçant va faire son choix très rapidement car
énormément de personnes dans la population vont utiliser des cartes Mastercard pour payer, ce qui fait que ça crée tout de même un switching cost à ce niveau-là pour le commerçant. Pareil pour les chiffres, on va aller vite fait parce que c'est très bien, on le sait. Donc 12% de croissance sur le CA par an, free cash flow 14%, donc amélioration des marges, bonne conversion en free cash flow. Le free cash flow par action 17%, donc il y a eu des buybacks, des rachats d'actions, c'est très bien. La marge free cash flow très élevée et en croissance, actuellement à 52,3% de marge free cash flow, c'est très très bien. Le nombre d'actions en circulation qui baisse drastiquement, hein, il baisse chaque année environ 2,5% des actions qui sont supprimées. Et pour la valorisation, on est actuellement à 24,4 de prix sur free cash flow, ce qui est vraiment très faible hein, quand même pour une boîte aussi solide. On voit que même en 2022, quasi récession là, on n'est pas descendu aussi bas. D'ailleurs, ça se voit bien ici, si on va voir le cours de l'action, ça fait un an qu'elle ne fait rien, qu'elle baisse même. Et en gros, on est flat depuis septembre 2024, donc ça fait un an et demi en gros où l'action ne fait rien. Et donc il y a plein de choses, hein, ça peut être, j'ai un peu évoqué tout à l'heure, tous les nouveaux moyens de paiement qu'il peut y avoir en Inde, au Brésil, avec Pix au Brésil, tout ce qui est le account to account pour limiter tous les intermédiaires en fait, donc comme Mastercard. Il y avait Trump aussi qui avait parlé, je sais plus quand, de caper les taux d'intérêt, enfin les frais que prennent les intermédiaires. Si je me rappelle bien, ça concernait surtout les banques et pas trop Mastercard, mais ça avait eu un impact sur le cours de l'action. On avait cette histoire aussi avec les stablecoins qui peuvent disrupter Visa Mastercard, mais bien entendu, ils vont pas se laisser avoir comme ça. Je crois que ça représente pareil, grand max 5%, et encore je pense que je suis bien gentil, grand max 5% des transactions, des flux de transactions mondiales qui sont en stablecoin. Donc après, c'est pratique, ça permet de verser des gros montants en instantané. Et pour éviter de se faire disrupter par ça, Mastercard a récemment fait une acquisition de BVNK, justement pour permettre, notamment chez les grosses sociétés, de faire des gros paiements directs en fait. Donc le risque stablecoin pour moi n'existe pas. Pareil, les risques politiques, que ce soit aux US, Europe, Brésil, enfin Amérique du Sud, etc. Pour moi, je n'y crois pas, parce que ça fait des années en fait que Visa et Mastercard sont dans le viseur, que ce soit des autorités, des politiques, etc., pour essayer justement de casser un peu ce duopole. Mais on a un mot qui est vraiment très fort et l'utilité de ce que propose Mastercard Visa aujourd'hui, en fait, il n'y a pas d'égal. Donc c'est pour ça que pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Bien entendu, c'est à surveiller, mais le ratio valorisation, qualité du business, solidité du business et les risques encourus, pour moi, ça en fait aujourd'hui une boîte qui est tout de même sous-évaluée, malgré, vous voyez qu'on a quand même quasi 25 fois de prix sur free cash flow. Surtout que cette semaine, on est descendu quand même assez bas, il me semble. On est descendu, ouais, 465 à peu près, 466. J'en ai pas racheté malheureusement à ce moment-là, j'étais pas en train de regarder. Mais c'est vrai que 466, ça fait même du 22 fois peut-être le free cash flow, donc c'est vraiment très intéressant à ce prix-là, quoi. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Surtout, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et on se retrouve pour une prochaine. À plus!